Deux sœurs, même ville, même année de naissance, presque le même salaire. L'une a signé chez le notaire à 29 ans, l'autre a gardé son bail et investi la différence. 15 ans plus tard, l'une des deux pleure de soulagement en regardant son relevé de compte. L'autre pleure aussi, mais pour une toute autre raison, et ce n'est pas celle qu'on imagine. On va y arriver. Mais avant ça, il faut absolument démonter un mensonge qu'on a entendu des centaines de fois sans jamais le remettre en question. Voici un secret que ni les agents immobiliers, ni les influenceurs de la fameuse liberté financière ne veulent dévoiler. Ils ont chacun raison sur un point et complètement tort sur le reste. Ce qui pousse à acheter montre toujours la maison dans 20 ans, jamais la douleur financière des 5 premières années. Ce qui pousse à louer vend de la liberté, mais oublie la facture qui grimpe sans fin, année après année, sans aucun plafond. Personne ne montre les deux colonnes du tableau en même temps. Eh bien, aujourd'hui, on va le faire jusqu'au dernier centime, sur 20 ans, avec les scénarios que personne n'ose montrer, parce qu'ils ne rentrent pas dans une vidéo de 10 secondes. Si ce genre de décryptage complet et honnête est exactement ce qu'on recherche, c'est le moment idéal pour s'abonner. Parce que le but ici est de démonter les décisions financières avec les vrais chiffres, pas la version qui sonne bien à l'oral. Le programme de cette analyse est simple. Le mythe de l'immobilier, l'illusion de la première année, le piège de l'année 3, le basculement à long terme, le facteur psychologique et enfin le verdict financier final. Accrochez-vous, car autour de l'année 20, la réalité mathématique bascule d'une manière assez spectaculaire. Partie 1. Le mythe de l'immobilier. Posons tout de suite les bases pour révéler ces fameuses données qui manquent toujours dans les conseils classiques. Reprenons nos deux sœurs. Léa achète un appartement à 340 000 $. Elle met 68 000 $ d'apport, soit exactement 20%, ce qui lui évite une coûteuse assurance emprunteur obligatoire. Elle emprunte le reste sur 30 ans à 7%. Sa sœur Nora, elle, reste locataire dans le même quartier pour 1 950 $ par mois. Nora place son apport non dépensé, ses 68 000 $, dans un fonds indiciel mondial et elle s'engage à investir chaque mois l'écart précis entre son loyer et ce que paierait sa sœur, soit environ 615 $ supplémentaires. Pour que la démonstration soit implacable, on va suivre cette ligne du temps. On s'arrêtera aux étapes clés. L'année 1, l'année 3, l'année 10, puis 20 et 30. C'est l'unique façon d'observer comment les coûts véritables et les rendements se transforment sur 3 décennies. Partie 2. L'illusion de la première année. C'est ici qu'on affronte la cruelle réalité des coûts irrécupérables. Voici ce que presque personne ne dit à voix haute. Le jour où Léa signe chez le notaire, elle n'est pas en avance, elle est dans un trou. Et pas un petit trou. Les frais de notaire, les frais de dossier, les mauvaises surprises découvertes à la dernière minute, les honoraires d'avocat, les taxes prépayées, tout ça représente facilement 3 à 5% du prix du bien. Léa pensait avoir payé 68 000 $, mais son coût réel pour entrer dans le logement dépasse les 78 000 à 85 000 $. Ce trou béant, il faut d'abord le combler avant que la propriété commence réellement à rapporter quoi que ce soit. Et ça, aucun agent ne le mentionne spontanément. Et la facture mensuelle? La mensualité du prêt tourne autour de 1 800 $. Mais il faut ajouter les taxes foncières, environ 340 $, l'assurance habitation, 145 $ et un budget d'entretien incontournable de 280 $. Ça représente environ 1% de la valeur du bien chaque année. Le strict minimum que tout conseiller financier honnête recommande de mettre de côté. Le coût réel mensuel de Léa grimpe donc massivement à 2 565 $. Quand on met ça côte à côte, le contraste est frappant. D'un côté, il y a la pile écrasante des obligations mensuelles de Léa. De l'autre, la simple et unique facture du loyer de Nora. Contrairement aux idées reçues, Nora sort en réalité beaucoup moins d'argent de sa poche chaque mois pour se loger. Et cette première année est encore plus cruelle qu'on l'imagine. Sur chaque mensualité de 1 800 $, environ 1 550 $ partent directement en intérêt pour la banque.
à peine 250 $ réduisent réellement la dette de Léa. Alors quand on entend la fameuse phrase « louer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres », il suffit de faire le calcul. Qui, de Léa ou de Nora, jette réellement le plus d'argent la première année? Léa dépense 2 565 $, dont presque rien ne construit du patrimoine. Nora dépense 1 950. C'est un chiffre à garder en tête pour la suite. Partie 3. Le piège de l'année 3. C'est le moment précis où la théorie magique percute le mur de la vraie vie. Avançons de 3 ans. Léa a payé environ 92 000 $ au total et seulement 8 200 $ ont réellement réduit son prêt. Son bien s'est apprécié pour atteindre 375 000 à 385 000 $. Sa valeur nette se situe donc entre 105 000 et 118 000 $. Pendant ce temps, Nora a versé environ 71 000 $ de loyer, mais son placement initial a grossi jusqu'à environ 91 000 $ et ses versements mensuels ont ajouté 26 000 $. Elle dépasse les 117 000 $ de patrimoine liquide. À ce stade, les deux sœurs sont pratiquement à égalité parfaite sur le papier. La différence monumentale, c'est que Nora peut retirer son argent immédiatement en cas de pépin. La richesse de Léa, elle, est complètement enfermée dans des murs inaccessibles sans vendre et sans laisser une commission de 5 à 6 % au passage. De plus, Léa a eu sa part d'imprévus de propriétaire. Un chauffe-eau a remplacé en année 2 pour 320 $ et une fissure dans un mur porteur qui a coûté 400 $ de matériaux et ruiné un week-end entier. Le genre de dépenses qui ne s'arrête jamais. Partie 4. Le basculement à long terme, des années 10 à 30. C'est là que la sécurité des coûts fixes commence à vriller. À l'année 10, Nora est toujours légèrement devant en patrimoine liquide, mais un changement insidieux s'opère. L'inflation fait son œuvre. Le loyer de Nora gonfle pour atteindre 2 680 $ et à l'année 20, il explose à plus de 3 550 $. Pendant tout ce temps, la mensualité du crédit de Léa n'a pas bougé d'un seul centime, et son équité augmente désormais à une vitesse fulgurante. Puis arrive le choc de l'année 30. Le prêt de Léa est totalement remboursé. Son coût mensuel s'effondre, il ne lui reste que les taxes et l'entretien. À l'inverse, Nora fait face à un loyer mensuel écrasant situé entre 90 et 5 000 $ pour le restant de ses jours. Le problème de la location, c'est cette escalade infinie, sans aucune ligne d'arrivée. Partie 5. Le facteur psychologique. C'est la variable humaine que tous les algorithmes ignorent systématiquement. Il faut se poser une question très concrète. Combien de personnes gardent réellement cette discipline? Louer et investir ne gagne mathématiquement que si on possède une rigueur de robot pour investir la différence chaque mois, à travers chaque crise financière, sans jamais céder à l'envie d'améliorer son style de vie. Dans la vraie vie, cet argent disponible finit souvent dans de plus beaux voyages ou une plus grosse voiture. L'avantage caché du crédit immobilier, c'est qu'il agit comme une épargne forcée impossible à négocier. Et enfin, partie 6, le verdict financier final. Après avoir décortiqué tout ça, quelles sont les règles à suivre? Au passage, il existe une troisième voie redoutablement efficace, le concept de house hacking. L'idée est d'acheter un petit immeuble comme un duplex, d'y habiter et de laisser un locataire payer la majeure partie du crédit. C'est brillant parce que ça combine l'effet de levier massif de la propriété avec les coûts mensuels réduits de la location, laissant de la place pour investir en bourse. Pour résumer, la règle d'or est simple. L'achat est vainqueur si l'on compte rester 7 à 10 ans minimum dans le même logement, le temps d'amortir ses énormes frais de notaire et d'entrée, ou bien si le ratio prix sur loyer local est inférieur à 1. Par contre, si l'idée est de déménager d'ici 3 à 5 ans, ou si ce ratio dépasse 25, la location combinée à l'investissement reste mathématiquement supérieure. Finalement, la victoire ne se trouve pas dans un simple fichier Excel.
Toute la suite de l'histoire financière dépend d'une réponse totalement honnête envers soi-même. Quelle est la véritable capacité à rester discipliné? Entre l'achat ancré et la location investie, quelle stratégie correspond vraiment au comportement qu'on adopte au quotidien? C'est le vrai défi. À très vite pour un prochain décryptage.